Vous écoutez le supplément de Tech Café qui complète la veille de l'épisode 394 qui a été diffusé le 14 janvier 2025. Je suis Guillaume Vordet, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode. C'est l'excellent Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et oui, un épisode 394 enregistré le 14, c'est magnifique. C'est fou ça, hein, et on se rapproche du 400e épisode pour lequel on fera peut-être pas grand-chose, mais on dira à tout le monde que c'est quand même génial, évidemment. Parce qu'en fait, le 400e, ce sera pas le 400e, ça fait très longtemps qu'on a dépassé les 400 loin de là. tous les suppléments et tout le... C'est ça, si on compte vraiment tous les épisodes. En plus, il y a les anciens épisodes qui ont été dépubliés, qui sont plus... Enfin bref, ça merdier sans nom. Je sais pas si ça sert encore à grand-chose, d'ailleurs, de vous donner les numéros d'épisodes comme ça au début. Je sais qu'il y en a certains qui aiment. Ah, par contre, oui, ça fait sérieux. Ça fait on suit le tableau, logiquement, effectivement. Et ben voilà, donc en tout cas, si jamais vous vouliez connaître les infotech incontournables, à savoir... les sujets qui ont été diffusés dans le CES et qui ont retenu l'attention de Guillaume Poggiaspala dans sa sélection, écoutez l'épisode hebdo et le précédent dans le flux du podcast, et vous aurez également un petit cadeau. Vous aurez une rubrique dédiée à la toxicité grandissante de la plateforme de Meta, tout cela étant étoffé des faits qui ont été diffusés ces derniers jours. Je vous rappelle quelques incontournables, c'est d'une part d'envisager un soutien financier à Tech Café sur Patreon. Donc c'est une contribution qu'on vous invite à faire si vous pouvez le faire, et surtout si jamais le podcast répond à des envies et des besoins que vous pourriez avoir, que ce soit de divertissement ou d'information, ou peut-être même aller savoir des deux. On sait que Tech Café, c'est un format assez unique qui concilie le fait de pouvoir vous donner une info qualifiée en passant un bon moment, et tout ça pendant que vous faites autre chose. Donc j'imagine que vous écoutez pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous êtes dans votre voiture, peut-être pendant que vous faites du sport ou du bricolage. Si jamais c'est le cas, et si jamais vous êtes assez convaincu par le format, si on vous est utile et que ça vous manquerait qu'on ne soit pas là semaine après semaine, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous allez pouvoir contribuer, alors pour l'instant, à chaque parution d'un épisode hebdomadaire. Vous êtes prélevé du montant que vous aurez choisi de proposer. Et dans quelques temps, ça va basculer à un format d'abonnement mensuel. Ça changera pas grand-chose pour vous, ça changera des choses pour nous et pour moi qui administre un petit peu cette page. Mais a priori, il n'y a que du bon à en tirer. Écoute, c'est Patreon qui dit il n'y a que du bon. Quand on passe à de l'abonnement plutôt qu'au prélèvement, on peut leur faire confiance. Il n'y a que du bon. Et en fait, en vrai, à force de creuser le sujet, je commence à voir effectivement les mérites. Et pour avoir creusé, effectivement, les différents créateurs qui passent à la formule de l'abonnement reconnaissent eux-mêmes qu'il y a beaucoup de vertus. Si jamais vous voulez suivre ça de l'intérieur, allez vous abonner dès maintenant, comme ça vous vivrez la transformation. Merci au soutien de ces derniers jours à Tajs, Thibaut Leprêtre, Mathias Blando et Kilui qui ont accepté de nous soutenir. Merci aussi d'envisager le fait de déposer un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou sur Spotify, des petites étoiles. Ça permet de faire grandir la notoriété de Tech Café et donc de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui ont envie de s'intéresser à l'actualité des nouvelles technologies. Rendez-vous enfin sur Discord où on discute, pas que de tech, techcafé.fr/Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, on va attaquer une rubrique qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans Tech Café. Il est vraiment rare maintenant qu'on parle de ce sujet-là. Il faut qu'on parle d'intelligence artificielle et des sujets de cette semaine. On va commencer par l'opportunité avec Stable Point Aware 3D de faire de la création d'objets. Et oui, on taquine, mais oui, c'est vrai, hein, c'est une rubrique un peu récurrente comme ça. Des modèles de la semaine avec Spar 3D pour des modèles 3D à pas cher. Et là, Spar, c'est pas le concurrent Lidl, effectivement, c'est Stability AI qui nous apporte ça. Spar, c'est effectivement pour Stable Point Aware 3D. Stability AI vient donc de mettre au point un modèle qui crée des objets 3D à partir d'images. Ça marche en 2 étapes. Vous montrez l'image d'une théière et un premier modèle donc va générer un nuage de points en 3D relativement précis, qui va représenter la théière en 3D sous tous les angles, donc il va halluciner ce qu'il voit pas, avec plus ou moins de bonheur. Mais disons que pour les objets standards, ça passe pas trop mal. À partir de là, il y a une seconde passe avec un deuxième modèle qui va construire un mélange 3D traditionnel, avec la texture et l'illumination de l'objet, le matériau est rendu avec, etc.
Bon, c'est pas la première fois qu'on me parle d'un générateur d'objets 3D, C'est loin vrai. de là. Mais bon, ici, il y a plusieurs particularités intéressantes. Déjà, c'est ultra rapide. Ça fait moins d'une seconde pour le processus complet. D'après Ah ouais. Stability, même si on suppose que c'est sur des GPU puissants, si on doit attendre 10 secondes sur un truc plus grand public, ça restera super, hein. Ensuite, on Mhm. peut éditer l'objet entre deux, c'est-à-dire que si le nuage de points ne convient pas tout à fait, on peut, par exemple, prendre des points, les virer. Le nuage de points est éditable librement. Et surtout, c'est librement téléchargeable. Le code est sur GitHub, les poids sont sur Hugging Face. Quand le modèle pèse 7,3 Go, ce qui le rend accessible aux cartes avec, disons, 10 gigaoctets de VRAM et plus, donc c'est relativement accessible. Alors ce sera sans doute optimisé dans le futur, j'imagine. Pour l'instant, c'est reste un petit peu lourd, mais enfin, c'est quand même accessible. Et si la qualité est vraiment au rendez-vous, peut-être que le modèle sera adopté, et voilà, peut-être que tout le monde pourra l'utiliser, quoi. T'as pas le matos pour le tester, toi. Tu l'as pas Si, si. téléchargé, expérimenté. Si. Et Mais je l'ai alors, pas du coup, encore testé, malheureusement. Ah, tu l'as pas Non, encore non. testé. Ok. Je ne doute pas que tu vas tester très très vite. Tu nous diras si t'es convaincu par la proposition. Euh, Toujours dans la continuité de la génération de vidéos, hein, c'est un peu la tendance du moment. On passe désormais à la génération de longues vidéos. On Oui, franchit une étape. relativement. On va évoquer ici un projet de ByteDance et en collaboration avec Johns Hopkins University pour générer la vidéo plus longue. Comprendre générer plutôt des trucs d'1 minute que de 10 secondes. Donc pas encore des longs métrages, mais plutôt des formats qui sont plutôt bien pour les clips, les bandes annonces, les pubs, ou peut-être même des petits courts métrages. Pour ça, ils ont utilisé une base de données de vidéos de cuisine. Le dataset s'appelle CookGen, et les vidéos viennent de YouCook2, qui regroupe des milliers de vidéos longues, assez longues, en tout cas pour des centaines de recettes, voilà, sans doute des centaines de recettes. Alors pourquoi? Le but n'est pas vraiment de faire un générateur de tuto cuisine, mais les vidéos de ce type ont plusieurs avantages. Déjà, elles sont assez longues, et on a une unité de lieu et de personnages. En général, c'est la même personne qui fait un truc complexe, mais qui prend plein d'étapes pour faire ces trucs complexes dans le même truc, enfin, avec les mêmes ustensiles, etc. Et donc ces étapes, justement, elles sont séquentielles, et elles sont assez facilement descriptibles. Donc c'est un bon format pour créer une multitude de clips qu'on va pouvoir annoter automatiquement avec des LLM multimodaux. Chaque recette est découpée en clips, et pour chaque étape, les LLM vont décrire le contenu et décrire l'action qui est effectuée. Et leur modèle fait ça donc. Vous décrivez un truc, je sais pas, un saladier sur une table en bois, et puis une action. L'action, c'est mettre des feuilles de laitue dans le saladier. Et puis ajouter des tranches de tomates. Et ça donc du coup, après, le générateur vous donne un clip de 5 secondes qui représente exactement ça. Mais c'est pas tout, c'est juste la première étape. Comme dans une vidéo de cuisine, vous pouvez spécifier d'autres étapes. Par exemple, dans l'étape suivante, vous mettez de l'huile d'olive et du thon. Mais pas trop, parce qu'il y a du mercure. Et la génération vidéo contiendra cette action. Mais dont la représentation sera cohérente avec la génération d'avant. Ce sera le même saladier, la même table, les mêmes tranches de tomates, etc. Le but, c'est d'avoir un générateur de vidéo qui accepte un storyboard quelque part et qui génère des plans cohérents visuellement les uns avec les autres. Alors j'utilise aussi Flux pour la génération des images et tente d'étendre ça à des vidéos qui sont pas de la cuisine. Ça marche pas trop mal, hein. Le style est plutôt bien conservé, la qualité après de génération est pas non plus folle encore. Ça reste un travail de recherche, mais bon voilà, c'est là-dessus que s'oriente ByteDance à peu près. On va dire. Je vais être bien sûr de comprendre, toutes les séquences qui s'enchaînent les unes avec les autres sont faites avec une même requête, c'est ça? Une même sollicitation du modèle? Ouais. Tu donnes un storyboard, quoi. C'est ça l'idée. C'est que tu donnes un storyboard et il génère les. Oui. C'est quand même, pour moi, une étape marquante, comme on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps, depuis la génération de clips vidéo type Sora ou type ceux de Google. Je trouve que là, en termes d'usage et de comportement et de contenu clé en main généré, c'est bluffant. Ça marche mieux si tu veux ça marche mieux si tu veux faire un sandwich au thon que si tu veux faire Ouais, ok. une pub pour une voiture. Mais bon, ça, oui, c'est le début, oui. Ouais, bravo. C'est chouette de voir ça qui avance. Il y a une tendance, effectivement, j'ai vu passer ça et j'ai pas pu m'empêcher de gratter la tête en me disant décidément, Internet est toujours surprenant. On a les mignons. Donc quand je dis les mignons, c'est ceux des films, hein, les petits bonhommes jaunes qui font des trucs pas très recommandables. Pourquoi, Guillaume ? Oui, la vidéo générative se démocratise. On en parle tout le temps, ça se démocratise vraiment, vraiment totalement et ça amène des trucs que franchement, j'avais pas vu venir. Parce que c'est bien tordu quand même, hein, parce que maintenant vous avez la possibilité avec Runway par exemple de faire du vidéo to vidéo, c'est-à-dire de remixer une vidéo en n'importe quelle autre vidéo en changeant le style, en changeant la situation, l'heure, le lieu, etc. Et donc pourquoi ne pas remixer des vidéos atroces de fusillade de masse ? Pourquoi ne pas prendre une vidéo de massacre et demander à Runway de mettre des mignons à la place des gens ? C'est rigolo, non ?
Non, non, c'est pas rigolo, non. Mais bon, ça se fait, manifestement. Un esprit fatigué a donc minionisé la tuerie de Christchurch, et apparemment, il y en a d'autres. Alors, j'ai pas vu. Bon, je les ai pas vus, j'ai pas envie particulièrement, j'ai juste vu une photo d'écran. Et effectivement, il y a plein de mignons vus à la première personne qui ont l'air terrifiés, un mec avec un fusil devant. Bon. Runway a permis ça. Dans une certaine mesure, je comprends que ça soit compliqué pour eux, parce que Runway, c'est quand même un outil pour le cinéma, et au cinéma, c'est pas ce qui manque, des scènes de fusillade et des tueries avec des morts Bah oui. partout. Je veux dire, c'est comment tu veux qu'un algo puisse différencier la violence graphique issue d'un film et une vidéo réelle? C'est pas évident quand même. Hein. Comment détecter des vidéos illégales? C'est toujours la même problématique. Hein. Alors évidemment, il y a des bases de données avec des signatures, mais c'est un début de réponse, mais c'est pas si robuste. Hein. Tu modifies un peu la vidéo, la signature, c'est fini, quoi. Donc les vidéos Minion Gore, c'est leur nom, hein, voilà, nouveauté 2025, évidemment sont interdites et virées par la plupart des plateformes quand elles les détectent. On peut se demander d'ailleurs ce que ça va devenir quand les générateurs vidéo seront tellement bons que ça deviendra difficile de savoir si ces mignons sont de vrais mignons qui se font shooter par Grou, par exemple, ou si c'est un remix d'une vidéo illégale, ou si c'est une génération qui imite le déroulé d'une vidéo illégale. Est-ce mignon gore comment dire, si tu génères une mignon... Enfin, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce un mignon gore si tu génères directement une vidéo violente avec des mignons? Ouais, qui n'est pas issu d'une autre vidéo violente. Qui n'est pas un remix d'une vidéo violente. Tu vois, ce sera perturbant pareil, quoi. Ce sera délire pareil, mais tu te rends compte, c'est l'absurdité de cette discussion qu'on est en train d'avoir quand même. Oui, c'est vrai qu'on en touche à des aspects un peu compliqués à appréhender, effectivement. On ne peut pas s'empêcher de vous relayer effectivement cette grosse tendance et les questions que ça pose sur le plan de la société et sur le plan de la tech. J'ai l'impression que c'est une fois de plus quelque chose qu'on va ranger dans le dossier, les questions auxquelles on ne peut pas répondre facilement pour l'instant. D'aucuns appelleraient ça mettre la poussière sous le tapis d'ailleurs. Les Transformers qui passent encore un autre test de Turing, de quoi, une fois de plus, nous effrayer sur l'arrivée de l'AGI qui va supplanter l'humanité, Guillaume. Oui, j'étais en train de penser que notre tapis, il est vachement souple, tu sais, il y a une belle épaisseur là, les pieds s'enfoncent un peu, mais j'aime bien. C'est clair, c'est confort. C'est moelleux. Ouais. Oui, redevenons un peu sérieux, je veux dire, merde, avec un article très théorique qui s'intéresse à la puissance des Transformers, à ce qu'ils savent faire dans l'absolu. Donc on parle pas d'un chatbot ou un autre, on parle de l'architecture Transformer elle-même, le bloc qu'on a maintes fois décrit, avec sa couche d'attention, sa couche de réseau feed-forward, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sont-ils limités dans l'étendue des tâches qu'ils peuvent faire? C'est la question. Et la réponse, comme souvent, c'est que c'est compliqué. C'est que c'est très compliqué. Si on en croit la masse de littérature sur le sujet, on a quand même plusieurs papiers qui militent vraiment pour une universalité des Transformers. En particulier les Transformers utilisés en mode autorégressif, c'est-à-dire qui bouclent comme on l'a décrit avec les chatbots, c'est-à-dire ils estiment une probabilité, vous pondez un mot, vous le remettez, vous pondez un mot, vous le répétez, etc. Et vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous le voulez, plus ou moins. Si les Transformers sont universels, alors c'est comme votre ordinateur, quoi, comme votre propre ordinateur. Ils peuvent calculer tout ce qui est calculable. Si on peut imaginer un programme qui répond à une question, alors un Transformer peut le faire aussi. Il y a un article d'avril 2024 qui montre que les Transformers auxquels on autorise une chaîne de pensée aussi longue que nécessaire sont Turing complets. Alors, un Transformer, c'est une mémoire bornée. C'est pour ça que je disais plus ou moins possibilité, parce qu'un Transformer, quand vous le concevez, vous le concevez avec une mémoire qui a une certaine taille, je sais pas, moi, 8000 mots, 16 000 mots. Donc c'est vrai, c'est une mémoire bornée. Mais elle n'est pas limitée en principe. C'est-à-dire que votre Transformer, il a 8000 mots, si vous avez les moyens, vous pouvez lui mettre 16 000 mots, quoi. Il n'y a rien qui s'y oppose, c'est juste que c'est plus de mémoire, plus cher, etc. Et finalement, c'est exactement comme votre PC, parce que votre PC aussi, il a une mémoire limitée. Donc techniquement, votre PC n'est pas comme une machine de Turing, qui a une bande infinie. Votre PC a une mémoire limitée, mais on peut rajouter de la mémoire autant qu'on veut en principe. Même si en pratique, on peut pas. En principe, un ordinateur, on peut toujours lui rajouter de la mémoire, quoi. C'est pour ça qu'on considère que les ordinateurs sont quand même Turing complets. Donc avec une mémoire en principe aussi grande que nécessaire et un temps de calcul, sous-entendu une chaîne de pensée aussi grande que nécessaire, des chercheurs de NYU et de l'Institut Allen montrent que les Transformers sont aussi puissants que n'importe quel autre ordinateur, et ils sont Turing complets. Et à fin 2024, il y a un autre article de l'Université de l'Illinois qui va encore plus loin. En fait, il existe des Transformers universels. Un Transformer universel, c'est l'équivalent d'une machine de Turing universelle, c'est-à-dire que c'est une machine particulière. Cette machine-là, toute seule, peut être programmée pour exécuter n'importe quel programme imaginable. Donc là, c'est pas un programme donné, on peut construire un Transformer qui fait la même chose. Non, là, si vous avez un seul modèle de Transformer, un seul Transformer, avec ses poids spécifiques, un seul truc, et vous le programmez pour faire tout.
Voilà. Et vous le programmez comment? Dans le prompt. Vous avez votre prompt, vous mettez le programme dans le prompt. Le principe est pas super délirant. Dans le prompt, vous mettez le programme et les données, et vous faites tourner votre transformer en mode autorégressif, voilà, en prenant ces mots-là, qui va exécuter ce programme sur ces données. Il va utiliser la fenêtre de contexte comme mémoire, il va utiliser les itérations de la chaîne de pensée comme déroulé du programme, ça va lui permettre de stocker des variables intermédiaires d'ailleurs, il va finir par vous sortir un token spécial genre j'ai fini. Et puis les tokens qui suivent, ça sera considéré comme le résultat du programme. Et la preuve qui est dans l'article est constructive. Elle est complexe, évidemment, elle repose sur l'encodage de la tâche à accomplir dans un langage particulier, un langage de programmation particulier. Ils ont conçu une sorte d'assembleur, un assembleur abstrait, qui est donc très très simple, mais qui est démontré comme étant équivalent à une machine de Turing. Et ensuite, ils construisent explicitement les éléments de l'architecture du transformer qui est censé exécuter cet assembleur-là et sortir la réponse. Donc la démonstration montre que transformer peut être universel, que l'architecture qu'on utilise maintenant là n'a pas de limitation théorique, qu'il n'y a pas d'obstacle, de principe à ce qu'une IA en particulier, à ce qu'un modèle en particulier qui soit basé là-dessus, soit totalement polyvalent. Et on pourrait donc en déduire que oui, une AGI basée sur les transformers est possible. Mais il faut quand même préciser quelques trucs avant. Je savais qu'il y avait un mais dans cette histoire. Le premier, c'est que le papier est purement théorique. C'est-à-dire que le transformer qu'ils construisent pour être Turing complet n'est pas un modèle réel qui a appris à l'être. Et on n'a aucune idée si les modèles actuels, comme GPT ou Claude, eux, le sont. Ça ne dit absolument rien là-dessus. Et ça ne dit pas non plus si on peut apprendre à un transformer à être Turing complet. Ou à quel point c'est facile, ou à quel point c'est difficile, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a un autre obstacle qui est peut-être plus important, c'est que les auteurs choisissent des éléments de leur transformer qui ne sont pas utilisés en pratique. Techniquement, ça reste un transformer, par définition, donc c'est pas une arnaque, ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est un vrai transformer. Mais en pratique, les fonctions d'activation qu'ils choisissent ne sont jamais utilisées. Parce qu'il n'est pas évident qu'elles soient même utilisables, parce qu'on passe d'une fonction lisse, pour une fonction de transition, on passe d'une fonction lisse à une fonction discontinue, qui risque de provoquer de grosses instabilités numériques. Donc c'est pas clair que ce soit pratique. Donc après, attention, peut-être que ça change rien au final. Peut-être qu'on pourrait faire une démonstration analogue, mais plus compliquée, avec une fonction lisse aussi, et bon voilà, je sais pas. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce papier est intéressant, mais qui reste pour l'instant encore totalement théorique. J'ai l'impression que c'est la conclusion de pas mal de papiers qui touchent à ces sujets-là. Donc bon, en tout cas, tu te fais l'exercice de les relayer et nous donner les éléments. En plus, tout est sourcé dans les notes de l'épisode. On continue, Guillaume, avec O3. Tu reviens sur une publication qui a eu lieu fin 2024 sur sa capacité à résoudre des tâches. Ouais, dans la même série, on se demande à quel point les IA sont malines. On a des résultats donc sur l'ArcAGI de O3. On rappelle brièvement que ArcAGI, c'est un ensemble de tests qui sont faciles pour les humains, mais très durs pour les IA actuelles. Donc c'est des petits puzzles, c'est ça, c'est sur des grilles avec des carrés colorés qu'on transforme d'une grille à l'autre. Il faut comprendre comment, en très gros, comment c'est transformé, quoi. Donc c'est très visuel, et même pour un humain, si on a une grille fine, ça peut prendre quand même un petit moment de comprendre et de faire le truc, mais dans la plupart des cas, c'est faisable. Or, pour GPT-4 ou Claude, c'est carrément la galère, on était autour de 20% au mieux, alors que pour les humains, même pas super motivés, ça allait à 80%, quoi. Et puis bon, 20 O1 et O3, donc les modèles qui réfléchissent de OpenAI, de plus en plus, on se rend compte que laisser réfléchir les LLM, ça améliore grandement leur performance. On les laisse développer plein de raisonnements, très longs, revenir dessus, se corriger soi-même et tout. Et bon, ce faisant, on les laisse aussi utiliser beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus de temps de calcul, et ils arrivent à des conclusions qui sont plus fiables, qui sont meilleures. Alors, quand la réflexion est nécessaire, donc sur des problèmes de logique ou de maths en particulier, ou même de programmation, ça peut aider. Et O3 en particulier, il explose tous les records, tant en quantité de calcul d'ailleurs, qu'en performance sur le test ArcAGI, puisqu'il y a quand même 366 problèmes résolus sur 400 sur le dataset public, et c'est du jamais vu. On se rapproche dangereusement du niveau humain, et en fait, on est peut-être aussi en train de se rendre compte que ArcAGI n'est pas un si bon test que ça, ou plutôt qu'il n'est pas adapté au LLM. Ah, mais c'est toujours le même délire. Quand ils arrivent trop bien dans les performances, c'est que le test est pas bon. Ça va pas, Guillaume. Enfin, le test est pas bon de base, parce que si un test est saturé, il sert plus à rien. Donc effectivement, bon. Mais bon, alors le truc c'est que là, dans ce cas-là, on le voit parce que ArcAGI est un test qui est très visuel et qu'il faut encoder quand même pour les LLM. Et on s'en rend d'autant plus compte quand on regarde les tests qui sont ratés. Par quel modèle? En fait, ce qui compte le plus dans l'échec des IA, c'est la longueur du problème. Les modèles multimodaux ne voient pas assez bien pour gérer ArcAGI visuellement de manière directe.
Et puis en plus, ils produisent pas des trucs graphiques. Donc, en fait, tous les LLM doivent raisonner sur une représentation textuelle du puzzle, et ça, c'est un gros handicap. On peut considérer que si on veut détecter une AGI, bon voilà, celle-ci soit assez performante pour s'en accommoder de tout ça, mais bon, c'est quand même un souci parce que il faut tout représenter avec des grilles de lettres, quoi. Et à la moindre erreur d'alignement, c'est mort. T'as faux. Bon, c'est quand même un petit peu sévère. Et ce qu'on constate quand on regarde les performances des modèles en regard de la taille du problème, enfin, c'est-à-dire de la finesse de la grille, hein, si vous préférez, bah c'est qu'en fait, pratiquement toutes les IA actuelles sont de très bons résultats sur les petits puzzles et que ça baisse très vite avec la taille, sauf pour O1 et O3 en particulier, qui restent très performants beaucoup plus longtemps. Ils finissent par capituler quand on dépasse les 2048 pixels, globalement. Or, pour les humains, ça se passe pas comme ça. La courbe est assez plate. La taille du problème n'a pas du tout un impact aussi grand. C'est ça qui est intéressant. C'est que les failles, les faiblesses des humains et des IA sont pas du tout les mêmes. Et ça rate pas d'ailleurs. Hein. Et si vous voulez vous rendre compte qu'il y a un problème en fait avec la taille, vous prenez un problème très simple. Par exemple, un truc où vous avez juste un rectangle rose et puis vous le tournez de 90 degrés, quoi. Conceptuellement, c'est très simple. Et toutes les IA vont faire ça bien quand le rectangle n'a pas beaucoup de pixels. Et un humain, il va faire ça bien tout le temps, parce que voilà, vous tournez sur 90 degrés, c'est bon, quoi. Mais agrandissez le problème maintenant. Faites exactement la même chose avec un rectangle qui a 4 fois plus de pixels. Les humains... Une résolution plus grande, quoi. La résolution plus grande. Les humains, ils verront aucune différence, mais les IA trouveront ça bien plus difficile. Si vous faites ça avec 16 fois plus de pixels, elles n'y arriveront pas. Alors que les bêtes, c'est le même rectangle. Ils s'en foutent, évidemment. Et pourquoi, en fait ? Pourquoi la taille compte avec les IA ? Est-ce que c'est on ne sait pas encore vraiment, mais en réalité, c'est peut-être juste un problème technique, quoi. C'est-à-dire que la taille de la mémoire qui leur est allouée, la longueur de la chaîne qui leur est allouée, ou la précision des calculs internes, est-ce qu'il faudrait une plus grande dimension en interne, ou des blocs d'attention plus gros ? On ne sait pas exactement, mais en réalité, il y a vraiment un problème de quantité, de volume, quoi, tu vois, qu'elles n'arrivent pas à traiter, qui est plus un problème de taille, et peut-être un problème technique, un problème sur le principe. Bon, on ne sait pas vraiment encore, mais il est tout à fait possible que la manière quand même très lourde qu'ont les LLM de gérer ce genre de truc, et c'est avec des grilles de lettres, que ça leur demande tellement de contorsion et de dépendance à long terme qu'il y ait certaines dépendances qui soient perdues, quoi, et qu'il y ait des petites erreurs qui s'insèrent dedans, et ces petites erreurs d'alignement ruinent tout, quoi. Donc même si O3 n'arrive pas à tout résoudre, dans le principe, peut-être qu'avec plus de mémoire, ou juste un modèle plus gros, ou avec une représentation plus efficace, peut-être qu'il pourrait. Donc, ça ne veut pas dire que O3 est une AGI ou quoi que ce soit, mais ça montre que il est quand même assez impressionnant finalement au niveau des performances, et ça questionne aussi la pertinence de ArcAGI, en tout cas pour le domaine purement textuel, quoi. Lié avec la news, l'info précédente que tu relatais, effectivement, tout semble montrer que la limitation technique de l'accès à la mémoire, de la quantité de données qu'on peut gérer, va vite être un problème pour ces modèles. On continue à parler d'intelligence artificielle, mais aussi un petit peu de sous-sous, Anthropic, qui en trouve d'ailleurs. Oui, c'est une petite news sur petite news Anthropic et OpenAI aussi. OpenAI, dont on voit qu'ils veulent se relancer dans la robotique, puisqu'ils ont eu une équipe, puis ils l'ont dissoute. Il semblerait qu'ils veulent faire désormais à nouveau leur propre robot avec leur propre matos, en tout cas leur propre capteur. Donc on a des offres d'emploi pour ça, pour le voir, pour des postes dans le secteur qui évoquent des robots polyvalents, adaptatifs, versatiles, en environnement réel. Des robots qui peuvent être, d'ailleurs, des concurrents finalement, même des partenaires d'OpenAI, puisqu'on sait que X1 et Figure travaillent aussi avec eux. Quant à Anthropic, c'est le frère ennemi un petit peu. Et Anthropic, il pèse désormais 60 milliards de dollars. Ils sont en train de faire une nouvelle levée de fonds de 2 milliards, qui est menée par Lightspeed Venture Partners. Je dis ça comme ça, t'as vu ? Comme si je parlais de... Moi, ça me parle pas, mais je te fais confiance. Ils vont lever 2 milliards, là, c'est bon, 2 petits milliards, comme ça. C'est incroyable, mais effectivement, après les milliards d'Amazon, il y a un nouveau round, donc, qui va encore lever des fonds, et ça va propulser Anthropic à la 5e place des plus grosses startups du pays, donc des États-Unis. Alors, on n'est pas au niveau d'OpenAI, qui est à 157 milliards d'évaluation, mais on est quand même à 60, quoi. La valeur d'Anthropic a littéralement explosé en un an, puisqu'elle était évaluée à 18 milliards l'an dernier seulement. Alors, le fait que Claude 3.5 soit toujours encore aujourd'hui considéré comme le meilleur LLM par beaucoup de monde doit y être pour beaucoup. Mais on attend toujours 3.5 Opus. Il est où 3.5 Opus ? Il va falloir qu'il sorte, parce que sinon les milliards vont partir. Eh ben, on va espérer qu'ils partent pas trop loin quand même pour eux. On continue avec les modèles et notamment du côté de X.
Parce que il semblerait que Grok prend de plus en plus de place dans l'écosystème X, l'écosystème Twitter X. Ça prend de la place, Guillaume. Ici, sur ce podcast, on parle souvent de X, contraint et forcé, c'est pas comme ça nous faisait plaisir non plus, mais bon, c'est l'actu. X appartient à Musk et il a pris une importance capitale dans sa communication, puisqu'il est quasiment devenu un outil de propagande personnelle, mais financièrement et technologiquement, X est beaucoup moins significatif que XAI, qui est pourtant une boîte extrêmement récente. XAI est en train de le bouffer peut-être même petit à petit. Déjà, il vaudrait 50 milliards de dollars. Donc lui aussi, il a doublé sa valeur en quelques mois. Il pèserait donc déjà largement plus que X, dont la valeur a, elle, fondu depuis 2 ans. Donc XAI s'est doté d'un supercalculateur d'IA qui s'appelle Colossus. Donc il fait 100 000 GPU, c'est un monstre qui va digérer une montagne de données qui seront en partie issues de X directement. Donc XAI bénéficie beaucoup de son lien avec X, et c'est une source de données inépuisable, c'est aussi une plateforme sur laquelle déployer naturellement et rapidement toutes ses créations. Comment X, à l'inverse, va bénéficier de XAI, c'est moins clair. Et de son côté, d'ailleurs, ça patine un peu. Le clone de WeChat que Musk avait promis tarde quand même à arriver. Le système de paiement prévu pour 2025, mais à quelle échelle? Donc en tout cas, c'est en retard, on ne sait pas trop. X jouit d'une popularité qui est aussi très inégale selon les publics, et qui pourrait voir encore pas mal de gens partir dans les mois et les années qui viennent, vu que le climat sur les grandes plateformes ne va pas vraiment s'améliorer. Et bon, comme toujours, Elon crée des boîtes qui sont toutes interconnectées. C'est marrant de voir qu'il fait ça à chaque fois, et XAI ne fait absolument pas exception, puisque Tesla et SpaceX partagent des employés, des ingénieurs, des savoir-faire. On a vu des employés de Tesla se balader chez X. On a vu aussi des employés de chez XAI se balader chez X tranquillement, il n'y a aucun problème. XAI et Tesla, de l'IA. Ça crée des synergies positives, tout ça, et c'est vrai que ça peut aider, je pense que ça peut être effectivement technologiquement assez intéressant. Après, le problème, c'est que ça peut aussi occasionner des conflits d'intérêts. Comme on l'avait déjà dit il y a peu, les conflits d'intérêts, c'est pour les cons, donc... C'est vrai que c'est pour les cons. Très bien, est-ce qu'il est sur le chemin de l'exil ? Écoute, oui, puisqu'on parle de Musk, on peut mentionner cette anecdote quand même assez lunaire, puisqu'on Ça m'a fait rire. mentionné d'ailleurs, nous aussi, les exploits en termes de jeux vidéo dans d'Elon Diablo. Musk. En l'occurrence, dans Diablo, effectivement, sa performance à Diablo 4, où il avait battu un record de vitesse dans un donjon endgame, quoi. Et comme il s'arrête jamais, Elon se vante désormais d'être un programmeur de Path of Exile 2. Et bon, alors disclaimer, moi j'y ai jamais joué à Path of Exile 2, donc j'ai aucune compétence pour juger. Mais bon, il y a pas mal de gens qui les ont les compétences pour juger. Et pas mal sont consternés parce qu'ils sont persuadés que Musk a payé quelqu'un pour monter son personnage au niveau 95. Niveau 95, vous en doutez. Monter un perso à ce niveau, ça demande du temps, beaucoup de temps, et même de travail quasiment. Il faut savoir que Path of Exile, c'est Diablo pour adultes, c'est plus dur, plus long. Oui, bon, ça va. Ça pardonne beaucoup moins que le jeu de Blizzard. Vraiment, quoi, donc c'est plus difficile quand même. Et bon, dans un live stream du jeu en début janvier, mi-janvier, Musk, d'après les pros de Path of Exile, fait des erreurs incompréhensibles pour quelqu'un qui est arrivé au endgame au niveau 95. C'est pas qu'il sait pas jouer du tout, mais c'est que d'après eux, si t'as grindé ta route jusque-là, t'as dû penser le jeu et tu peux pas faire ce genre d'erreur, quoi. Tu peux pas savoir comment marche, tu peux pas ne pas savoir comment marche telle mécanique, etc. Alors moi perso, j'en sais rien, mais enfin, si c'est vrai, si Elon a vraiment payé quelqu'un pour avoir un perso 95 à Path of Exile 2, la question se pose immédiatement, c'est pourquoi? T'es Elon Musk. Je sais pas, t'as fondé SpaceX, Neuralink, Tesla. Tu crois pas qu'il y a déjà assez de trucs, tu vois, X avec tout le bordel avec X et tout. Bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu saches jouer à Path of Exile, sérieux? C'est pas que je sois déçu, c'est juste que même je comprends pas. C'est complètement absurde, quoi. Bon, on verra. Je pense que dans la façon de fonctionner de quelqu'un qui accède à un certain niveau de pouvoir, de notoriété et quelque part d'une certaine forme de succès, il y a cette espèce d'envie de renouveler ce plaisir engendré par le succès, par la notoriété, et probablement que il n'y a pas de limite, quoi. Je suis pas certain qu'à un certain stade, toutes les personnalités soient capables de se dire c'est bon, j'ai plié le game dans ma vie, j'ai plus rien à prouver. Je pense qu'au contraire, il y en a qui se satisfont du fait de renouveler ce plaisir-là. En tout cas, c'est mon explication. Hein. J'avance une hypothèse, je pars pas plus loin que ça. Après l'intelligence artificielle, Guillaume, tu voulais nous parler, et c'est peut-être pas plus mal, on va voir comment, mais d'intelligence collective. Et tu vas nous faire une de ces belles explorations dans le monde du travail, mais avec celui des fourmis.
Non, nous ne sommes pas dans un roman de Bernard Werber. Ou dans un jeu vidéo sur PS5, parce qu'il y a un jeu vidéo de Ah oui, c'est vrai. stratégie qui est Et sur qui a l'air PC sympa. aussi, Sur lié, PC probablement aussi, bien sûr, qui a l'air vraiment rigolo d'ailleurs. Bon. Bref, des chercheurs se sont amusés à faire un match fourmis contre humains, et sans surprise, les fourmis ont gagné. Facile. Le jeu consistait oui. à porter un truc encombrant et de forme chiante à travers 2 ouvertures étroites successives. Faire penser un piano à queue entre 2 portes, quoi. Sauf que là, c'est un truc encore plus gros, en forme de T à peu près. Et la condition, c'est de ne pas se parler. C'est même de s'envoyer aucun signal, même non verbal. Alors pour les fourmis, quand on a fourni un objet à l'échelle de la même forme, pas parler, évidemment, ça n'a pas été un gros souci pour elles. Ouais, comme d'hab. Il y a eu plusieurs tests avec plusieurs tailles de groupes en réalité, de 7 et 80 fourmis, et puis de 6, 9 et 26 personnes. Et quand on a fait des tests sans communication verbale, les fourmis s'en sortent très bien, voire mieux que les humains. Par contre, ça rassurez-vous, c'est l'inverse si on utilise la parole. Là, les humains sont plus rapides et efficaces. Enfin, c'est triché, c'est triché. Oh. Alors, je parle de ça surtout parce que les vidéos sont assez fascinantes et montrent bien cette aptitude émergente de résolution de problèmes collectifs chez les fourmis en particulier, donc c'est très cool à voir. Et puis, oui, j'aime bien les fourmis, voilà. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien les fourmis. J'ai lu Les Fourmis, Le Jour des Fourmis, La Révolution des Fourmis. C'était bien. Lisez-les aussi au passage si vous ne les avez pas lus. Meta qui n'est pas content de sa situation cette semaine et qui aggrave son cas. Oui, alors on l'a bien détaillé dans l'hebdo, alors que X ne s'arrange pas, Meta part encore plus en couille. D'ailleurs, ces derniers jours encore, on apprend qu'il commence à virer les liens vers PixelFed. Et PixelFed, c'est quoi? C'est un concurrent décentralisé d'Instagram, donc de même nature que Mastodon, et construit sur le même protocole d'ailleurs. Donc maintenant, Facebook considère les liens vers les compétiteurs comme du spam. Un truc qu'on a aussi vu sur X, donc décidément, c'est quand même assez pathétique, quoi. Et juste parce que, je veux dire, c'est pas comme si PixelFed, il avait des millions de... Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc niche, quoi, tu vois, c'est pas comme si Instagram se sent menacé par PixelFed, bon, bref. Mais peut-être un jour, justement, et les alternatives, on va en avoir besoin. Alors que les grosses plateformes parachèvent leur merdification, où aller? Pas sur Threads, évidemment. Sur Blue Sky, sur Mastodon, absolument. Et sur toute autre plateforme des faits divers, qui jusqu'ici effectivement reste niche, mais qui pourrait recevoir un énorme coup de boost après les choix faits par Mark Zuckerberg. Et c'est un signe des temps assez clair. Ces choix motivent des prises de position aux antipodes de ceux de MetaWix, par ceux qui ont encore une dignité, par ceux qui ont une autre vision de la société. Premier événement marquant, Mastodon va passer sous le contrôle d'une association à but non lucratif. Il y a donc Eugen Rochko, qui est donc fondateur de Mastodon, qui ne veut pas, je cite, qu'il ne soit jamais sous le contrôle d'un seul individu pété de thunes. Je vois pas pourquoi il dit ça. Dans les 6 prochains mois, Mastodon sera donc géré par une ONG européenne qui va le gérer, recevoir des fonds pour faire tourner tout ça, lui faire une base légale aussi. Mastodon a d'ailleurs affirmé vouloir assurer au maximum la sécurité et la confiance des utilisateurs, et s'assurer que les minorités se sentent en sécurité chez eux, une prise de position normale pour toute personne dotée d'une colonne vertébrale. Évidemment, cela va avec des appels aux dons aussi plus importants. Mastodon a 1,5 million d'utilisateurs et s'attend à un nouvel afflux. Il compte d'ailleurs sur 5 millions de dollars de dons en 2025 pour encaisser tout ça. Bon, on verra ce qui se réalise. Et comme en écho, les partisans d'AT Protocol, donc un autre protocole décentralisé pour les réseaux sociaux qui est utilisé par Blue Sky, ils ont lancé, eux, une campagne qui s'appelle Free Our Feeds pour, je cite, sauver les réseaux sociaux de la capture par les milliardaires. Le projet est soutenu par des célébrités comme Jimmy Wales, donc de Wikipédia, l'acteur Mark Ruffalo, Brian Eno, Cory Doctorow, et c'est soutenu par la fondation Mozilla, entre autres. Et le but pratique, c'est de fournir un financement pour une infrastructure indépendante pour le AT Protocol. Mais justement, Blue Sky est déjà sur AT Protocol, ça fonctionne, mais justement, Blue Sky, c'est quand même une entreprise privée, quoi. Pour le moment, c'est une alternative à X, qui reste sans doute fréquentable, mais ça reste une boîte privée, dont rien ne nous garantit qu'elle ne fera pas un virage dans un fossé ou un autre à l'avenir, quoi. L'idée, l'idée qui commence à émerger, on va dire, c'est celle de réseaux sociaux décentralisés communautaires qui soient gérés, financés, soutenus par la communauté, même au niveau infrastructurel, et pas par une boîte individuelle. Et à la clé, il y a quand même plein de trucs cool, parce qu'il n'y a pas de pub, pas de ciblage, pas de prédation de votre temps ou de vos données. Les politiques qui sont décidées par les utilisateurs et pas en fonction des agendas politiques des uns et des autres. Et au passage, je pense aussi que c'est une excellente occasion de réviser nos attentes et nos usages des médias sociaux. Et pas juste de les cloner d'ailleurs. Parce que, est-ce qu'on veut d'un clone d'Instagram décentralisé ou d'un clone de TikTok? Non.
Mm. En fait, on peut vouloir une plateforme où on poste des vidéos, bien sûr, mais veut-on cloner aussi les dark patterns? Veut-on cloner les algorithmes qui maximisent votre engagement? Ou bien est-ce qu'on ne veut pas en profiter pour se libérer de ça aussi? Ça tombe bien, hein, les alternatives n'auront pas les moyens de gérer des flux aussi énormes et des algorithmes ultra complexes comme TikTok, parce qu'il faut les faire tourner, ces algorithmes, hein, il faut les concevoir, il faut les faire tourner, ça coûte un pognon incroyable. Mais c'est super ça. Regardez des vidéos si vous voulez. Regardez des trucs cons ou des chatons. Mais pas pendant 1h30 sans vous en rendre compte. Les alternatives n'auront ni les moyens, ni l'envie de vous voler votre temps. Et ça, c'est pour le mieux. Je veux croire qu'il y a un tournant. Qu'on est à un tournant. Il y a quand même 50% des Américains qui n'ont pas voté à Trump. Et puis, accessoirement, il y a aussi le reste du monde. Les plateformes pourraient jouer là-dessus. Elles pourraient peut-être que Google ou Microsoft, ou je sais pas, hein, peut-être qu'une grosse plateforme prendra le contre-pied et essaiera d'exploiter ça, je sais pas. Mais si Meta et X obligent à choisir un camp, bah c'est une opportunité rare de tout remettre en question et de bâtir ailleurs de meilleurs réseaux. Ça, c'est le souhait, ça, c'est l'espoir. Je pense que j'ai eu un petit peu le même espoir à l'époque où X est parti en couille et que je pensais que tout le monde allait sur Mastodon. Oui, ça n'a pas eu lieu. Ok. Mais là, c'est pas pareil. Il y a une nouvelle chance et c'est Meta. X, c'est petit en comparaison. C'est 10 fois plus petit que Meta. Meta, c'est 3 milliards de gens. Il y a une véritable possibilité qu'il y ait un exode massif et une vraie remise à plat. Ouais, c'est bien possible, effectivement. Mais je pense que ça concernera malheureusement pas la majorité des utilisateurs. Mais enfin bon, il y a un mouvement qui est possible. Juste un petit mot au sujet du blocage des liens pixel-fed par Meta. Ils ont pris la parole, je ne sais pas si tu as vu, ils sont revenus dessus, Guillaume, ils ont dit c'était une erreur. Ils sont revenus dessus, ils ont dit mais oui, mon pauvre Guillaume, enfin c'était une bourde. Ils avaient mal coché la case dans le serveur. Non, je crois qu'ils ont pris la parole pour dire que c'était une erreur et qu'ils sont a priori revenus. Je suis peut-être pas à jour, peut-être que c'était vraiment une erreur. C'est tout récent d'aujourd'hui, je crois. Peut-être qu'ils ont juste coché la case et quand ils ont vu que ça gueulait trop, ils ont dit c'était une erreur. Je sais pas. Voilà, c'est ça peut-être aussi une erreur. Hein. C'est peut-être ça la caractéristique d'une erreur. Bon, allez, tu parlais de Microsoft qui pourrait tirer son épingle du jeu, qui a LinkedIn déjà dans les réseaux sociaux. Mais enfin bref. Avec des prix qui grimpent chez Microsoft. Oui, d'ailleurs, voilà, il n'y a pas que Meta qui donne des envies de changement, on va dire, qui donne même des grosses motivations pour se barrer. Il y a aussi Microsoft et Broadcom. Alors je me souviens des retours d'un auditeur sur son dilemme avec les souscriptions Microsoft, qui était un petit peu obligé de les faire, même si effectivement il avait parfaitement conscience de se rendre vulnérable et esclave des choix futurs de l'éditeur. Ces choix, les utilisateurs de la zone Pacifique viennent de les sentir passer au moment du renouvellement de leur licence Microsoft 365. Et parce qu'il y a des augmentations de prix entre 26 et 45% selon les pays, même pardon, selon les gens, selon les offres. C'est 29% en Australie pour une offre famille, ça passe de 139 à 179 $ australiens. Et tout ça, c'est pour l'IA. Ben oui, parce que Copilot, ça coûte quand même pas mal de fric à faire tourner. Ce qui est marrant, c'est que du coup, sans Copilot, il n'y a pas d'augmentation. Mais que tu peux pas trouver l'offre. Parce que l'offre, elle est bien cachée, il faut être très attentif. En fait, il y en a une. J'aurais même pas pensé qu'il y en avait une, c'est marrant ça. Oui, mais elle n'existe pas, elle n'apparaît jamais, sauf quand tu choisis de résilier. Tu dis, j'en ai marre, je me casse, et là, ils te disent, non, mais on peut s'arranger, vous avez une option, si vous voulez, sans copilote, voilà, une option toute pourrie, mais si vous voulez, vous payez pas plus. Dark Pattern? Non, bien sûr que non. Beaucoup de gens... Adobe fonctionne pareil sur les renouvellements des licences. Les Dark Patterns, c'est interdit en Europe, il paraît, mais bon. Donc là, d'ailleurs, on ne parle pas de l'Europe, mais effectivement, vous voyez pourquoi c'est peut-être utile d'avoir des régulations sur ce genre de pratiques. Beaucoup de gens vont juste accepter en râlant, de toute façon, parce qu'ils vont pas s'en rendre compte, et puis voilà, et puis en râlant très fort, ça passe quand même très mal, mais bon. C'est toujours coûteux de changer de plateforme. Mais bon, si on pousse suffisamment fort, ça finit par arriver, et c'est ce qui est en train de aussi, c'est ce qui est en train d'arriver à Broadcom, tout simplement, parce que Broadcom fait tellement n'importe quoi, il s'est tellement senti invincible avec VMware, et on relate presque chaque semaine un gros client qui se casse. Et cette fois, c'est les Autrichiens de chez Anexa qui migrent 12 000 machines virtuelles quand même, de chez VMware à une solution open source en KVM. Alors, ils n'ont pas donné de prix précis, mais The Register table sur 500% d'augmentation, et d'ailleurs, le tout payable à l'année et plus au mois. Et c'est des changements qui sont tellement radicaux qu'ils menaçaient carrément la survie de l'entreprise. Alors, heureusement pour Annexia, ils connaissaient déjà bien KVM en profondeur, ils avaient déjà un service basé dessus. Ils avaient aussi d'ailleurs leur propre interface, donc ils peuvent changer des trucs derrière sans que ça se voit, sans que les utilisateurs soient perturbés. Et puis ils avaient aussi des solutions de stockage déporté avec leurs moyens à eux. Mais bon, même comme ça, c'est coûteux. Il faut demander aux utilisateurs de migrer, il y a une migration plus ou moins automatique, mais il faut quand même arrêter la VM, tout ça. Il faut quand même le faire, et chaque migration demande aussi d'ailleurs que les VM soient plus ou moins exécutées 2 fois, même pas longtemps, le tout sur
Faut que ça tienne, quoi. Faut que l'infrastructure suive. Donc c'est un peu lourd, il y a pas mal de boîtes qui resteront encore otages de Broadcom pendant un petit moment, sans doute. Hein. Par contre, une fois que c'est fait, mais quel bonheur! Plus de soucis. Tu n'as plus à te ronger les sangs sur quels changements ils vont faire, est-ce qu'on aura les moyens d'encaisser la prochaine augmentation. Et puis, 20 000 licences de moins à payer, ça fait une sacrée différence. Ah bah ça fait une économie. Et oui, et du coup, à Nexia, ils embauchent des gens, figure-toi. C'est dingue, hein. Ah, c'est fou, ça crée de l'emploi même quand on a de l'argent. Très bien. On revient un petit peu sur la relation de Google avec Chrome. Il y avait eu ce sujet qui avait émergé il y a de ça quelques semaines, en pointant du doigt la possibilité, extrêmement théorique évidemment, mais que Chrome soit revendu parce que trop de proximité avec Google et des abus de la part de Google. Eh ben, il y a une action là, Google qui a priori agit sur Chromium, le socle de Chrome. Ouais, Google est patron d'odeur de santé, effectivement, chez les régulateurs, et bon, alors on songe à aller jusqu'au démantèlement, ou en tout cas une revente de Chrome est envisagée, mais pas totalement décidée encore. Alors pour calmer un peu les esprits, peut-être, Google a lancé un fonds indépendant pour Chromium, donc il est financé par Google, mais aussi par Microsoft, Opera, Meta. Chromium, c'est la base d'à peu près tous les navigateurs excepté Firefox, hein. Donc c'est pas si étonnant qu'il y ait des gens qui... Edge, absolument, bien sûr, hein, d'où Microsoft, hein, c'est pas si étonnant, effectivement, qu'il y ait beaucoup de contributeurs. Le but évident, c'est de neutraliser au maximum Chromium, de montrer que Google contribue de manière très importante à l'open source, au bien commun, quoi. Neutraliser dans le sens rendre neutre, Tout à pas fait, de oui. neutraliser dans le sens paralyser. Voilà. Non, je voulais c'est éclairer ça, le sujet. effectivement. Neutraliser, c'est comme Terminator. Non, neutraliser. Et c'est vrai, hein, de toute façon, Google contribue énormément à l'open source, et en particulier, il est de très 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 loin le principal contributeur de Chromium. Et donc le fonds neutre pour Chromium vise à assurer la pérennité de Chromium, même si un jour Google s'en désengage. Et ce qui pourrait être le cas, effectivement, s'ils revendent Chrome, peut-être qu'effectivement ils pourraient se désengager aussi de Chromium. En tout cas, c'est une démonstration de bonne volonté, quelque part. Alors elle est bienvenue, franchement. Après, on ne sait pas si elle suffira à apaiser les régulateurs, hein, ça, on verra. C'est peut-être la première action d'une suite qui va arriver, et puis peut-être qu'ils vont enchaîner les actions jusqu'à ce qu'ils aient la paix, va savoir. C'est un petit souci du côté de chez Intel. On sait, hein, ils sont en difficulté. Alors, pas directement financière, mais enfin, bon, on a souvent parlé des déboires d'Intel qui se cumulent. Et il y a un problème de plus. Alors, est-ce que c'est un problème de plus ou est-ce que c'est la conséquence? Il y a une fuite des cerveaux chez Intel, Guillaume. Ouais, on en profite un petit peu pour parler des constructeurs et de leur petite vie comme ça. C'est un petit peu le feuilleton, tu vois, plus belle la vie, mais avec des boîtes multimilliardaires. Tu vois, ça a plus de gueule, tout de suite. Beau, ça. Donc on note cette semaine que Sailesh Kotpalli vient de quitter Intel pour aller chez Qualcomm. Et là, vous allez me dire, mais on s'en Non. Peut-être pas, quand même pas. Parce que Sailesh avait 28 ans de boîte. Il dirigeait les architectures pour les puces pour data center, quoi. Donc il avait même dirigé la conception de certains Xeon. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez important, un spécialiste des puces serveurs, qui va quand même quitter le navire Intel, navire qui, comme on le sait, tangue beaucoup ces derniers temps, et c'est tant bien que mal de colmater les trous dans la coque avec un petit peu tout ce qui lui tombe sous la main, c'est pas facile. Par ailleurs, c'est pas du tout anodin qu'il aille chez Qualcomm, qui vient de sortir une puce pour PC grand public qui tient tout à fait debout, hein, qui dépasse même celle d'Intel en termes de performance par watt, et de puissance pour le deep learning, hein, au passage. Il est donc pas bien difficile d'imaginer que Qualcomm a des envies de réitérer l'exploit sur les processeurs serveurs sur le segment professionnel. Embaucher un architecte Xeon est pas du tout une mauvaise idée. En ce moment, il y a une demande assez démentielle pour le calcul de performance. Des data centers poussent comme des petits shiitakes sur du bois mort, parce que oui, les shiitakes poussent dans des billots de bois, hein, j'ai appris ça récemment, c'est incroyable. C'est quoi les shiitakes? Je sais même pas. Les shiitakes, c'est des champignons. Champignons japonais. Je savais pas. Et c'est pas mauvais du tout, j'aime beaucoup les shiitakes. Enfin bref, Qualcomm, ils s'en vendent d'ailleurs sur les marchés maintenant, on en cultive en France aussi, hein, c'est des trucs... D'accord. Tout à fait. C'est des trucs qu'on retrouve dans les soupes miso ou ça n'a rien à voir? Bon. Bah, je suppose que tu peux foutre des shiitakes. Oui, tu peux mettre des shiitakes dans les soupes miso, mais c'est des gros champis noirs, là. Enfin bon, bref, voilà, c'est... Pardon. En tout cas, Qualcomm se voit sans doute déjà en train de distribuer, ces nouvelles puces serveurs comme ça en disputant le marché à Intel, comme il l'a fait sur les machines grand public, même si pour le moment, on va pas dire que c'est une menace atroce, mais c'est quand même déjà un pied dans la porte, quoi, hein, et c'est à prendre au sérieux, je pense. Donc la vie est très dure pour Intel, toujours, d'autant plus que Nvidia risque de s'y mettre aussi, puisqu'on parlait du Digit, ce super mini ordinateur, à moins que ce soit un mini super ordinateur, on ne sait plus, qui donc offrait une belle puissance de calcul sur une toute jolie petite station de travail qui faisait, je sais pas, 20 cm sur 20, quelque chose comme ça.
et qui donc était assez cher le kilo, puisque c'était $3000 hein, la station quand même. Machine pro qui tourne probablement sur un Linux maison, mais bon, machine qui n'est pas un serveur, machine qui est vraiment un truc, on va dire une station de travail quoi, pour les gens. Et donc, Nvidia a des plans pour aller aussi sur des machines grand public. Nvidia a déjà fait des machines à grand public à base de Tegra, on s'en souvient. Il y avait, alors, outre les Switch, bien entendu, on se souvient des appareils Android comme les Shield, par exemple, et bien entendu de la suite des Surface RT. Surface RT qui ont été un quasi-échec, mais bon, quand même. Et Jensen a dit précisément, vous savez, évidemment qu'on a des plans. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Donc voilà, scoop. Nvidia va sans doute lancer une puce ARM pour le grand public dans pas très longtemps. Alors, sous Windows, probablement. Sous Linux, on aimerait bien. Mais bon, à voir. Pour l'heure, le principal problème de Nvidia, c'est la couche supplémentaire et sans doute finale hein, que Biden rajoute aux restrictions d'export sur l'électronique. Hein. Alors désormais, le monde est divisé en 3 parties. Alors voilà, il y a 3 parties. Hein. Il y a les gens qui aiment Covenant, il y a ceux qui apprécient Ready Player One, et il y a ceux qui aiment le vrai cinéma. Non, pardon, désolé, c'était vraiment gratos. Non, il y a 3... C'est mérité, il y a vas-y, 3 c'est bon, morceaux, c'est pour donc le monde est divisé en 3 parties. Donc il y a les gentils, c'est-à-dire nous, voilà. En plus de 17 autres pays, c'est les alliés, en général, dans les films, hein, c'est ceux qui ont les plus beaux acteurs, voilà. Et eux, ils n'ont pas de restrictions du tout. Ensuite, il y a les gens dont on ne sait pas trop, ou qu'on n'a pas trop confiance. Dans les films, ils ont l'air pas nets, ils font des sourires narquois, et parfois ils parlent français. Et eux, ils auront droit qu'à 50 000 à 100 000 unités de GPU, voilà. Et puis, il faut qu'ils signent des contrats aussi, des contrats qui les obligent à avoir les mêmes valeurs que les acteurs beaux. Et puis, il y a les méchants. Donc, dans les films, ils ont l'air méchants, et puis ils sont pas beaux. Et puis, ils ont souvent des cicatrices et des uniformes dans les verts marrons. Et pour eux, il y a que dalle, il y a nada, il n'y a pas de puce, voilà. Donc, la loi stipule aussi qu'il sera pas possible de transférer une IA propriétaire. Alors, principalement, les poids d'un modèle commercial ne pourra pas être envoyé chez un acteur qui a été non validé par une procédure de vérification. Alors, ça n'impacte pas les modèles open source, mais bon, ça voudrait dire qu'OpenAI ne pourrait pas faire une copie de ChatGPT locale en Chine, je suppose, ce genre de choses. Après, honnêtement, on va pas trop s'étendre là-dessus tout de suite, parce que cette dernière salle de mesure de l'administration de Biden ne sera peut-être pas appliquée en l'état ou pas complètement, on ne sait pas trop. Parce que déjà, ça gueule. Nvidia en premier lieu ne manque pas de fustiger ces nouvelles restrictions. Et il est d'ailleurs assez violent. Ce qui contraste carrément avec le relatif calme avec lequel il a pris toutes les autres mesures, hein, parce qu'il a eu, c'est pas la première. Donc là, on parle de bourbier réglementaire, on affirme que dans ces derniers jours, le gouvernement tente de saper le leadership américain, et on ne déroge pas à la règle hein, qui veut qu'il y ait un moment de lèche obligatoire à Donald Trump, qui a, je cite, posé les fondations du succès américain dans le domaine de l'IA. Ah bon ? D'accord. Bon, bah d'accord alors. Donc on ne sait pas du tout ce que va en penser Donald. Hein. Le Donald, il est plutôt ferme face à la Chine lui aussi. Hein. Donc il n'est pas clair du tout que ça parte tout à la poubelle. Mais on ne sait pas non plus comment il va aménager ça pour les divers patrons des grosses boîtes qui vont essayer, à coup de flatterie servile, je suppose, d'aménager un petit peu ça pour eux, quoi. Bon, évidemment, on aura malheureusement bien l'occasion de commenter tout ça plus tard. Évidemment, avec une certaine forme de plaisir, même s'il y a des guillemets autour de plaisir. Le plaisir, c'est aussi de parler de ton chouchou, Guillaume, qui fait son retour dans ce supplément, Risque 5, bientôt dans des data centers, peut-être pas partout dans le monde. Écoute, la semaine dernière, j'ai pas parlé de Risque 5, je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est vrai que c'est bizarre, j'étais qu'est-ce qui malade, s'est passé je sais pas. Malade ? Mais je vais me rattraper tout de suite, immédiatement. Ah, et puis ça en parler 2 fois plus, alors. Bien entendu, et ça colle parfaitement avec la news précédente, puisque suite à l'embargo américain sur les semi-conducteurs, la Chine est en train de créer ses propres puces serveurs, ses Xeon à elle, si vous voulez, basés sur l'architecture ouverte Risque 5. Et c'est pas un projet qui vient de voir le jour du tout, en fait. Hein. Il y a déjà eu un test fin 2023 qui a accouché d'une puce en 14 nanomètres qui tournait à 2 GHz, et c'était déjà le 2e design. Et le 3e est dans les tuyaux, et on le connaît un petit peu mieux maintenant. Donc on a un beau schéma, et on a pas mal de données, on a du code et tout. Alors la puce s'appelle Kunminggu, enfin un truc comme ça, quoi. Hein. Kunminggu, je sais pas. Et c'est une puce 64 bits avec tout ce qu'il faut pour avoir une exécution out of order, une unité vectorielle, il y a 3 niveaux de cache, il y a plein de ports d'exécution, on a tout le confort moderne, on est sur un niveau de complexité d'une puce actuelle, sans problème, qui pourrait tourner à terme à 3 GHz, voire un peu plus. Et si on en croit les ingénieurs chinois qui ont passé leur année 2024 à peaufiner le bestiau, on serait à moins de 8% en dessous du N2.
Et par N2, on suppose qu'il parle des puces serveurs de ARM, qui est donc les Neoverse 2. C'est même Neoverse 2 qui équipe les Cobalt de chez Microsoft. Donc on parle de puces vraiment actuelles. Par contre, il y a pas mal de questions. En particulier, même si on a 92% des performances d'un Neoverse à fréquence égale, quelle fréquence maximale sera atteindre avec les Cumming-U et combien de cœurs il y aura, et quelle sera la bande passante. Donc il y a quand même c'est des valeurs vraiment cruciales, surtout sur des puces serveurs éventuelles, évidemment. Quoi qu'il en soit, cette puce pourrait être un bond en avant. Alors, peut-être pas un grand bond en avant, il faut se méfier des grands bonds en avant, mais une progression significative pour les puces domestiques chinoises, et surtout pour RISC-V qui restait quand même en écrasante majorité confiné à des petits appareils à faible consommation. Propulser RISC-V sur serveur, c'était vraiment pas évident, mais pourtant c'est logique, parce que c'est libre. D'ailleurs, le Cumming-U, il est en open source lui-même. Son design est complètement ouvert, et les logiciels aussi. Il n'y a pas de licence exorbitante à payer à ARM, ou voilà, il n'y a pas d'inquiétude évidemment face aux embargos de Biden ou de quiconque. Fatalement, que ça soit lui ou un autre, la Chine va développer de plus en plus de puces à elle. Alors voilà, on sait qu'ils ont toujours du mal avec la fabrication, mais à un moment, on va voir débarquer des Xeon chinois qui seront pas si débiles que ça. Peut-être en 7 nanomètres, un jour sans doute à moins, quand ça, voilà, on verra bien. On termine cet épisode, Guillaume, avec l'avenir qui passera peut-être par le fait de compacter la donnée. Alors attention, il ne s'agit pas de la compresser, mais de la compacter. Est-ce qu'il faut que je commence à aller chercher mon sac avec aspirateur pour, tu vois, mettre les habits dedans et les compacter pour que ça prenne moins de place? Est-ce que l'analogie est bonne? Pas sûr. Ils font de la compression en vrai, mais bon, alors le truc c'est que... Merde. Ouais, on va finir sur une boîte qui veut remettre au goût du jour une recette très basique en fait, qui s'appelle le dictionnaire, tout simplement. La boîte s'appelle NERPAC et elle veut compresser les flux de données, alors où qu'ils soient à peu près, entre deux serveurs, entre client et serveur. Le but c'est de compresser les données tout en conservant un accès total, ça de manière très rapide, totalement transparente. Donc tu peux chercher rapidement dans un espace mémoire, même compressé, tu verras pas la différence, quoi. Et c'est une manière simple de faire ça, évidemment, c'est de remplacer les données elles-mêmes par des index vers un dictionnaire. Le dico, lui, est toujours en mémoire. Un sommaire, quoi. Ok, d'accord. Et la traduction est effectuée de manière transparente et par un appareil qui rend la compression invisible au logiciel qui tourne dessus. Le logiciel, il voit rien, il s'en fout. Alors, en soi, utiliser un dictionnaire compresse pas forcément, évidemment. Mais si on le conçoit intelligemment, ce dictionnaire, c'est possible. Le codage de Huffman ne fait pas autre chose. Pour faire simple, avec du texte, on remplace les lettres par une liste de mots de longueur variable qu'on peut traduire à la volée. Et les lettres les plus fréquentes étant codées par des mots courts, et les moins fréquentes étant codées par des mots longs, et donc au total, on économise de la place. C'est dire, cette idée, elle n'est pas fraîche, évidemment. Ouais. Donc on se demande un peu ce qu'apporte NERPAC. Ils généralisent ça. Alors, évidemment, pour eux, ils n'utilisent pas forcément des lettres, ils utilisent ça. Pour eux, donc, les lettres qu'ils veulent compresser, c'est des mots qui vont faire 64, 128 ou même 200 bits. Et ils vont les remplacer par des index qui, eux, feront entre 3 et 10 bits. Alors ça, c'est bien beau, mais évidemment, le cœur du problème réside dans la fabrication du dictionnaire lui-même. Et pour ça, on est en 2025, donc Deep Learning. D'où le NER, de NERPAC, évidemment. Honnêtement, jusque-là, on voit moyennement ce qu'il y a de neuf, quand même. Et d'ailleurs, même pourquoi l'IA devrait être utilisée, tant les compressions à dictionnaire sont des trucs très, 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 très classiques. Alors, il répond à ça qu'en effet, c'est comme de la compression, mais qu'au lieu de compresser un fichier à la fois, ils vont tout en parallèle, sur des milliers de fichiers à la fois. Donc, je suppose qu'ils ont un dictionnaire qui est aléatoire au début, qui initialise de manière aléatoire au début, et qui est appris petit à petit en le confrontant en parallèle à tout un flot de données. Et il se stabilise, ce dictionnaire, vers quelque chose qui est efficace pour décrire ce flux, avec un objectif de minimiser la taille. Alors, il y a très peu de détails sur le site de NERPAC, il y a 1 ou 2 dessins complètement nazes, mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, la boîte fait des partenariats avec Intel, Inmarsat, et il compterait SAB et l'US Air Force comme clients. Donc il doit y avoir un truc intéressant, tu vois. On aimerait du coup en savoir un petit peu plus, mais bon, pour l'instant, j'ai pas énormément plus de choses à dire. NERPAC. C'est marrant ce nom. Ça fait pas très moderne. NERPAC. Bon, je sais pas. Merci beaucoup pour cette veille complémentaire à la veille hebdo qui vous permet d'être au clair et complet sur l'actualité des nouvelles technologies. Je pense que vous ne reverrez plus la couverture de cet épisode de la même manière. Sans doute que vous y voyez de gentils mignons, et peut-être que maintenant vous voyez ça sous un autre angle. On espère qu'on vous fera quand même pour autant pas faire des cauchemars. On vous rappelle que si jamais Tech Café remplit vos objectifs de divertissement, d'information et vous permet de passer des bons moments pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous faites du bricolage, du ménage ou même du sport, eh bien on est évidemment très preneur que vous puissiez
Contribuez sur patreon.com/techcafé à la hauteur de ce que vous souhaitez, au point même que vous pouvez plafonner votre participation en anticipation d'un passage à un abonnement mensuel. Et puis, on compte sur vous pour venir discuter avec nous, mais aussi entre vous, sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. En attendant de nous retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode, on va pouvoir savoir, enfin, Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? En début de semaine, on te retrouvait derrière un saxophone en train de battre les boss d'Elden Ring. Où est-ce qu'on te retrouve en cette fin de semaine ? Écoute, je vais me mettre à Path of Exile 2 pour aller casser la tête à Elon Musk, voilà. Jusqu'au niveau 95 ? Voilà, Tenu ? exactement. Sûr ? On se revoit dans 2 ans. Magnifique. 2 ans quand même, oui, ça va être long. Allez, bon courage pour tes entraînements et pour Path of Exile 2, que je connaissais pas du tout, sauf de nom, et je vais aller regarder, je vais aller jeter un coup d'œil pour voir de quoi il retourne. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les différents liens que j'ai abordés avant, Patreon, Discord, mais aussi sur Blue Sky. En attendant, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Vous écoutez le supplément de Tech Café qui complète l'épisode 384.